Alors, Catherine Aude, Sabine Spielrein et ses études sur la pensée subconsciente, les anticipations sur la méthode psychanalytique. Merci beaucoup. Je voulais préciser un peu que le titre de mon travail s'appelle Sabine Spielrein et ses études de la pensée subconsciente, les anticipations sur les méthodes phénoménologiques. Mais finalement, j'ai décidé de vous proposer une présentation plus générale pour faire la connaissance avec Sabine Spielrein, puisqu'elle représente des personnes pas encore connues parmi plusieurs ici. Alors, l'intention cruciale de la contribution présente consiste d'une part à tenter de présenter les travaux et les idées essentielles de Sabine Spielrein et d'autre part à proposer de la considérer comme une penseuse originale dont les intuitions scientifiques et méthodologiques sont des anticipations sur les méthodes beaucoup plus tardives en psychanalyse et qui sont en certaine correspondance avec la phénoménologie psychiatrique. La réflexion proposée dans cet exposé, agençant la pensée de Sabine Spielrein, s'articule autour d'un intérêt pour deux dimensions de l'activité humaine, fortement liées l'une à l'autre, du moins dans la perspective psychanalytique ici adoptée. Premièrement, c'est le phénomène de la pensée subconsciente, intérêt auquel provient Sabine Spielrein en s'appuyant sur les démarches psychanalytiques et surtout son expérience pratique. Et deuxièmement, ce sont les enjeux du rapprochement aux questions du temps en conscience et en perception de l'individu traité au croisement avec la pensée subconsciente. Ce qui m'intéresse dans le cadre de ces recherches, ce sont les méthodes par lesquelles elle arrive à traiter l'individu. Dans ses premières études et dans ses articles, Sabine Spielrein développe un questionnement phénoménologique de la pensée et des épreuves de l'individu. Son activité scientifique se déroule entre 1910 et 1931. Toutefois, elle n'arrive pas à développer cette intuition en collaboration avec Binswanger, alors qu'il s'appartient à la même société scientifique au début du XXe siècle. Son retour en Russie ne lui a pas permis de prolonger son travail dans le cadre de sciences normales. Toute la quête scientifique de Sabine Spielrein se déroule à cette période où la psychanalyse est considérée comme une discipline encore nouvelle et dont les méthodes n'est pas encore assez structurées, et surtout en Russie. Donc les études presque de tout psychanalyste, y compris Freud, y compris Spielrein elle-même, sont marqués par ses contemporains comme ceux qui n'ont pas de base scientifique strictement définie qui leur soit propre. Ainsi, à cette période, plusieurs scientifiques reprochent à la psychanalyse le fait qu'elle utilise pour sa base un ensemble éclectique d'effets issus de domaines différents, comme par exemple l'effet de biologie, d'anatomie, de la philosophie et psychologie à la fois. Ce que Sabine Spielrein traite dans ses analyses, ce sont des singularités individuelles de l'orientation dans le monde et la perception du monde par ces gens différents. Ainsi, nous avons comme tâche d'aborder ici les questions premièrement de la pensée subconsciente en général, mais surtout l'enfantine, donc chez l'enfant. Et en deuxième lieu, d'approcher les idées d'expériences mises en temporalité chez l'être humain. Dans une perspective épistémologique, nous attendons aussi évaluer la place des éléments théoriques mis en valeur par Sabine Spielrein en psychanalyse. Alors, pour nous rapprocher du contexte historique, il vaut mieux commencer par supposer cette question: qui était Sabine Spielrein? Sabine Spielrein était une psychanalyste russe, l'une des pionnières de la théorie analytique de son époque. Née en 1885 à Rostov-sur-le-Don et morte en 1942, les dates de sa vie et de ses recherches scientifiques permettent de l'apporter à la période essentielle du développement de la psychanalyse. Dans l'espace culturel contemporain, Sabine Spielrein est connue plutôt et malheureusement peut-être grâce à son intrigue qu'elle a provoquée entre Jung et Freud. Ancienne patiente de Jung, étant amoureuse de lui, elle est devenue psychanalyste elle-même. Éduquée en Suisse, particulièrement à Zurich, elle était admise à la Société psychanalytique de Vienne par Freud, ensuite à celle de la Genève. Après avoir passé en Europe une vingtaine d'années, elle est revenue en Russie et y travaillait ensuite en tant que psychanalyste, pédagogue et parfois médecin. De nos jours, la psychanalyse des années 1920 en Russie connaît un regain d'intérêt historique. Dans ce cadre, Sabine Spielrein représente une figure emblématique dont la richesse des apports théoriques demeure méconnue. En tant que psychanalyste, elle traite principalement des enjeux de la pensée et du langage chez l'enfant,
mais aussi chez les adultes. Dans ses nombreux articles, Sabine Spielrein se demande principalement si la pensée est possible sans aucun langage. Elle cherche aussi à comprendre quelles sont les formes de la pensée et quel rôle joue l'affectivité dans les processus de la pensée. Le principe méthodologique qu'elle applique sur ses patients prétend comprendre d'abord la façon de la pensée d'individus. Parmi ces travaux, il y a une partie de ceux qui ne sont pas trouvés jusqu'à nos jours. Plusieurs textes sont écrits en allemand et en français. Il n'y a que quelques textes publiés en russe, dont nous avons aujourd'hui seulement un article officiellement publié. Ainsi, et en premier lieu, il faut évoquer le travail plus connu de Sabine Spielrein, La destruction comme cause du devenir, édité en 1912 en allemand en Suisse, et où elle développe la théorie déterminante pour la psychanalyse freudienne. Elle montre que le développement de l'individu est souvent accompagné par les pulsions destructrices. Par ailleurs, la pulsion sexuelle est bipolaire. Et elle inclut donc un composant qui exige de la destruction de l'ipséité, du moi, du je finalement. L'importance de cette théorie consiste en ce fait qu'elle est antérieure à la théorisation de pulsions archaïques, les pulsions libidinales et de mort, découvertes par Sigmund Freud. C'est que plus tard, Freud définira comme sa plus grande découverte. Alors, cette pulsion destructrice est simultanée à la pulsion libidinale. Sabine Spielrein a également cette idée dans d'autres documents. En deuxième lieu, d'autres de ces théories sont moins connues et plusieurs articles sont consacrés à d'autres intérêts de Spielrein pour les principes de la pensée subconsciente, liés à son tour avec celui pour le développement de la pensée chez l'enfant et à celui pour les processus de la perception du temps par les malades et les enfants. Dans ce contexte-là, Sabine Spielrein désigne qu'il existe des troubles dans les processus de la correspondance entre le langage et la pensée. Ces troubles peuvent être aggravés selon elle aussi bien par des facteurs physiques que physiologiques. L'aphasie est un cas de ces troubles. Ici, je voudrais rappeler que l'aphasie, c'est la maladie qui est marquée par l'absence de la parole. Parmi deux types différents de l'aphasie, on distingue celle qui est provoquée par les troubles physiologiques et aussi bien par les facteurs psychologiques. Spielrein trouve plusieurs définitions de ce phénomène chez les auteurs différents. Jackson, qu'elle évoque ici, croit que les lésions de certaines régions du cerveau produisent une dissolution dans le domaine des fonctions supérieures qui sont remplacées par des fonctions inférieures. Je cite Sabine Spielrein, il y a perte du langage intellectuel le plus volontaire avec persistance du langage émotionnel, le plus automatique donc. Le malade ne peut pas parler et sa pantomime est très simple, cependant il sourit, fronce les sourcils, varie le ton de sa voix, il se peut qu'il puisse chanter, gesticule aussi bien que jamais. La gesticulation, qui est une manifestation émotionnelle, doit être distinguée ainsi de la pantomime, qui est une partie du langage intellectuel, etc. L'aphasie veut dire notamment incapacité de parler d'origine cérébrale. Lui est en bon état, la voix motrice est libre. Cela veut dire que les nerfs, les muscles, tout ce qui constitue les organes de la parole est intact. Dans la majorité des cas, le malade est incapable de répéter tout ce qu'on lui dit. À tort ou à raison, on distingue entre trois formes de l'aphasie. C'est l'aphasie sensorielle, amnestique et motrice. Dans l'aphasie sensorielle, le malade sait parler lui-même, mais ne comprend pas ce qu'on lui dit. Dans l'aphasie amnestique, il ne souvient plus de nombre de choses, mais s'il arrive à s'en souvenir, il comprend tout ce qu'on peut lui dire. Tout ce qu'il peut lui dire, donc il peut communiquer normalement. Dans le troisième cas, le malade connaît les noms des choses, comprend tout, mais ne sait rien dire. La pensée aphasique selon Spielrein correspond à l'un des degrés élémentaires du développement de la conscience. Sabine Spielrein la considère donc, lorsqu'elle se manifeste chez les adultes, comme une régression vers les principes de la pensée infantile. Cette position est une des idées fondamentales développées par Spielrein relativement à la pensée subconsciente.
Or, les principes de la spontanéité de la pensée d'enfant sont beaucoup plus proches des pensées des malades, dont elle compare des troubles. Le principe de la spontanéité, qui est dans la base du subconscient, se déroule avec certaines manières indicibles. Il est constitué par les lois énigmatiques. Tâche de Sabine Spielrein ici consiste à le comprendre et à l'expliquer à travers les éléments ou des objets de la pensée elle-même. Dans son article assez bien connu en France, qui s'appelle Quelques analogies entre la pensée d'enfant, celle de l'aphasique et la pensée subconsciente, écrit en 1923 en français, Sabine Spielrein se focalise sur cette position de la différenciation au niveau de pensée. Elle distingue entre eux la pensée dirigée, où le but nous est consciente, je cite, est une pensée non dirigée, spontanée, où le but ne nous est pas consciente. Fin de citation. Elle montre ensuite que la spécificité de la pensée subconsciente consiste en ce qu'elle est presque celle non dirigée. En prenant une manière et terminologie phénoménologique, nous pouvons interpréter ce moment comme ceux qui découvrent que l'intentionnalité de la pensée consciente et de celle subconsciente sont différentes dans leur fonctionnement, selon Sabine Spielrein. Et ce qui est important, c'est que les manières du choix de l'objet intentionnel, disons, de la pensée et des mots qui correspondent à ces objets utilisés par les enfants sont différents. Bien évidemment, telle position correspond avec les rapports différents au réel des personnes malades, des adultes normaux et des enfants. Dans cette perspective, Sabine Spielrein définit les trois dimensions du langage autistique, magique et social. Elle considère le langage comme un système sonore et affectif. Les plus intéressants parmi eux, c'est le langage magique. Du point de vue ontologique, cela peut être expliqué aujourd'hui à travers la notion de la logologie que donne Barbara Cassin, c'est-à-dire la possibilité ou le pouvoir de la parole prononcée, d'éloquence aussi, créer ce qu'on appelle le monde dans le sens ontologique. L'ontologie sophistique, selon elle, selon Barbara Cassin, donc, est un champ de la parole qui réunit la parole chez les sophistes avec celle d'Heidegger et aussi avec la parole chez Jacques Lacan. Cependant, les sons du langage sont liés fortement avec un certain contenu psychique selon Sabine Spielrein. Ensuite, avec des perceptions et puis seulement avec des représentations, celles que dans les mots. Alors, le langage magique des enfants se dessine de manière archaïque. Je cite Sabine Spielrein, le désir d'enfant, c'est la même épreuve que chez l'homme d'époque archaïque dans son activité magique. La pensée exprimée en tant que langage pour Sabine Spielrein est extrêmement importante. Le langage de la parole n'est pas notre unique langage. Les rêves, par exemple, se servent principalement dans le langage visuel des images pour exprimer une pensée. Il y a des langages des gestes, un langage de la mélodie, etc. Il existe certainement le langage de l'aphasie. En ce qui concerne des idées à propos de langage social, nous les trouvons aussi chez Voloshinov. D'ailleurs, ces deux formes langagières sont développées par les études de Jean Piaget, dont Sabine Spielrein était le psychanalyste. Le problème de la définition du discours dans cette dimension phénoménologique de psychanalyse est aggravé par ce fait surtout que Sabine Spielrein évite d'utiliser la terminologie phénoménologique. En se laissant dans le cadre de son école, c'est-à-dire de la société de Zurich, elle est très sensible aux frontières disciplinaires du discours. Je me permets de rappeler ici que c'est à Zurich était élevé Binswanger, à qui aujourd'hui appartient la première théorie de Dasein-Analyse et de la mobilité schizophrénique, etc., dans la même clinique de Eugen-Bleuler, où avait passé beaucoup de temps Sabine Spielrein, d'abord en tant que patiente, et ensuite comme psychanalyste. L'analyse des articles de Spielrein de ses pratiques psychanalytiques montre que ce n'était pas Melanie Klein, mais elle-même, à la suite de Hugelmud, qui, la première, a commencé à psychanalyser les enfants en utilisant les principes spéciaux inventés. Dans son article en russe à propos de l'exposé du Dr Skalkovski, elle traite des pratiques psychanalytiques et met en perspective sa pratique d'alors en Russie avec les théories et des illustres contemporains, Freud, Jung, Klein et Adler.
Elle affirme, à l'opposé de Melanie Klein, qu'il ne faut pas expliquer verbalement aux enfants ce qu'ils sont refoulés. Je cite ici cet article, les analystes, en particulier d'enfants, sont menés sans que l'analyse ne dise un seul mot. Ils laissent la possibilité aux malades d'élaborer dans le jeu, en sa présence, par exemple, ses intentions hostiles et refoulées envers sa mère ou son père. Cette technique d'élaboration du refoulé dans le jeu est à la base de la méthode des analyses pour les enfants d'âge préscolaire. Cette méthode a été décrite et rapportée pour première fois par Hugelmud. Nous tous qui occupons d'enfants d'âge préscolaire, dit Sabine Spielrein, nous l'appliquons. Cela étant, en divergeant en cela de l'opinion de Hugelmud et Melanie Klein, je trouve personnellement qu'il n'est pas nécessaire que l'enfant soit conscient de ce travail sur le refoulé, comme c'est le cas chez les adultes. Dans l'analyse d'enfants, cela s'avère nécessaire uniquement dans les cas exceptionnels. Fin de citation. Il suffit donc d'élaborer le refoulement à travers des jeux pour donner aux enfants la possibilité de revivre leur expérience intérieure afin que la cure psychanalytique soit efficace. Plus généralement, la pensée subconsciente, mise pas inconsciente, des enfants ne fonctionne pas comme celle des adultes, selon Sabine Spielrein. Ensuite, en cet article de 1929, Sabine Spielrein tient à introduire le vrai psychanalyse en Russie et le rendre explicite, prouver la nécessité de l'analyse. Toutefois, malheureusement, la psychanalyse n'est pas favorite à cette époque en Russie. La pensée subconsciente, selon Sabine Spielrein, donne beaucoup de sources aux études du temps. Elle est certains matériels qui le retient toujours sans jamais le laisser échapper. À mes yeux, l'observation des théories du temps spielreiniennes peut nous permettre de rendre plus évident le fait de la perte du moi, et donc de mieux comprendre la théorie cruciale de Spielrein. D'ailleurs, les études du temps au niveau du subconscient représentent chez Spielrein une période assez vaste et importante sans laquelle notre image de Sabine Spielrein ne sera pas pleine. Comme je l'avais déjà évoqué, parmi les questions les plus importantes qu'apparaissent chez Sabine Spielrein autour du phénomène de la présence subconsciente, de la pensée subconsciente, ce sont des enjeux du traitement de la mémoire et du souvenir. Les premières apparitions du motif de la mémoire se découvrent dans son travail La destruction comme une cause du devenir. Elle commence le chapitre 2 par l'affirmation que paradoxalement, nous ne pouvons rien avoir perçu dans notre temps réel. C'est-à-dire que toute notre impression consiste à plusieurs faits que nous avons gardés par notre mémoire et qui sont des éléments oubliés de nos souvenirs. Sabine Spielrein tient à montrer assez successivement que la perception actuelle de l'individu représente un collage complexe des épreuves différentes, puisque l'acte de la perception est toujours accompagné par les faits de notre expérience plus ancienne. Ce sont les faits de notre passé et surtout de notre enfance. Ainsi, ce qui est essentiel dans l'acte de la perception, c'est l'épreuve ou les affaires infantiles. Sabine Spielrein parle ensuite de moi-relation ou de je-relation, qui se forment dans cet ensemble complexe, unique de la perception en temps réel, de ce qui est réel avec les émotions de notre passé qui sont tout souvent étouffées et verrouillées par notre subconscience. Et ce moi-relation peut être exprimé seulement en forme langagière. Donc moi-relation, c'est justement position de la parole. Toute la possibilité de parler est toujours la quête de l'être partagé avec l'autrui ou avec l'autre. Ainsi, le moi-relation, c'est un complexe unique et quand nous avons envie de le partager avec l'autrui, l'envers simple de la communication, nous faisons en sorte de la traduction de ce qui est moi sur la langue symbolique et commune pour les autres. Et ce que nous voyons finalement, comment fonctionnent ici les autres dimensions de langage, autistique et social, c'était déjà évoqué plus haut.
Je veux dire justement que moi, relation et nous, relation, c'est une sorte de représentation de la langue autistique et sociale, lequel j'avais déjà parlé. Autrement dit, ces deux langages se représentent comme la langue pour soi et la langue pour l'autre. De telle manière, nous produisons le nous-relation. Paradoxalement, dit Sabina Spielrein, la particularité de l'individu consiste en ce fait qu'il est exactement dividum, dividus de latin. Ici, selon Sabina Spielrein, nous trouvons un des exemples de la destruction du je ou du moi, ce qui produit des effets négociés et des émotions destructrices les plus évidentes chez les personnes neurotiques. Cela passe simultanément avec le désir sexuel chez eux, selon Sabina Spielrein. Et ce symptôme soit donc tant plus remarquable que la névrose soit plus aggravée. Ici, nous avons la reproduction du processus même de la destruction qui se déroule avec la pulsion de mort, bien qu'il soit beaucoup moins remarquable. En outre, ces émotions négociées sont souvent inhérentes à tous les actes créateurs. Les négations telles que la peur, la répugnance par exemple, accompagnent la pulsion sexuelle. Ainsi, nous sommes arrivés de nouveau à la destruction comme cause du devenir, où Sabina Spielrein utilise des preuves de la biologie, de la mythologie et surtout les exemples de son expérience psychanalytique afin de démontrer cette ambivalence. Dans son autre article qui s'appelle Beitrag zur Kenntnis der kindlichen Seele, contribution à la connaissance de l'esprit d'enfant, donc publié tout de suite après la destruction comme cause du devenir, donc en 1912, elle fait la dite analyse phénoménologique, définie ainsi par les éditeurs des articles en Russie, des enfants, donc analyse phénoménologique des enfants, avec le but de démontrer le même aspect. Elle analyse deux garçons et une fille, elle prévient relativement à cette dernière analyse qu'ici, nous aurions une analyse d'elle-même, donc de Sabina Spielrein. Ainsi, dans ce texte, nous avons ici plutôt l'analyse de l'être féminin infantile et celui masculin. Elle réanime des scènes primitives de son enfance personnelle et les représentations de cet autre garçon pour expliquer la peur au niveau du sexuel chez l'enfant. Ce phénomène de la peur est lié complètement avec les représentations temporelles d'enfants. Elle donne beaucoup d'intention à leur capacité de représenter le temps, surtout avec les idées des origines de l'homme. Sabina Spielrein prouve dans ses textes que la peur, comme toutes les épreuves négatives, sont les phénomènes qui existent dans les bases phylogénétiques de l'être humain. Donc, idée cruciale de ce passage, c'est exactement la phylogénèse qui inclut au niveau biologique toutes ces émotions négatives. Sabina Spielrein représente un psychanalyste dont les intuitions scientifiques sont fortement existentialistes. Dans les matériels de discussion et de table ronde, on trouve plusieurs remarques faites par Sabina Spielrein. L'une des plus intéressantes parmi eux, c'est celle ajoutée après l'exposé de Steckel à propos de l'absence dite du temps dans l'inconscience. En commençant ses commentaires, Sabina Spielrein dit tout d'abord qu'elle peut aborder cette question-là uniquement du point de vue de son école, c'est-à-dire d'école psychanalytique de Carl Gustav Jung et de la Société scientifique de Zurich. Alors, elle répète la même affirmation que le contenu de la perception qui étant dirigé par la conscience est lié avec le mouvement au niveau du refoulé des souvenirs vers la perception actuelle. Elle explique ainsi que le fait qu'on vient de perçu est remplacé tout de suite par le mélange de souvenirs et des émotions infantiles. Ainsi, notre perçu actuel n'est jamais pur. Le statut de l'infantile est dicté par les processus phylogénétiques de développement des gens. L'inconscience, dit Sabina Spielrein, élimine le propre de l'événement d'appartenir au temps réel, le transforme, le laisse être sans aucune déterminante temporelle, il détache l'événement de tous les temps déterminés. Le temps dans notre représentation est versé toujours vers le temps réel, mais en effet notre volet produit des voiles à chaque instant du réel. Ainsi, tous les actes de notre perception sont couverts par des émotions d'histoire uniquement nôtres.
Au niveau profond de l'inconscience, nous ne savons pas vraiment les procédés par lesquels il serait possible de mesurer le temps. Afin de prendre une telle position, nous sommes obligés, dit Sabine Spielrein, de refuser la compréhension de temps au sens de Kant. La nouvelle position prétend plutôt placer le temps entre les aspects biologiques de l'individu et de l'être humain, biologique de l'individu, de l'être humain, et surtout en phylogénèse d'un côté et l'appareil psychique individuel de l'autre. Dans ces travaux intitulés en allemand Psychologisches zum Zeitproblem, donc contribution psychologique au problème du temps, et Die Zeit im unterschwelligen Seelenleben, donc le temps dans certaines dimensions de l'âme de l'enfant, Sabine Spielrein propose d'observer la nature et le développement de certaines fonctions de la pensée après avoir pris en compte les positions spécifiques des fonctions de la pensée qui appartiennent au subconscient. Apprenant pour la base de son problème l'observation sur les intuitives, enfin, langage des enfants, l'ouverture de la philologie et pathologie des troubles de la parole. Il ne considère que la formation des idées de temps chez les personnes. Sabine Spielrein met en différence la constituité temporelle de l'ordre du passé, présent et de l'avenir. Les trois catégories de la pensée, qui tous les trois ne sont pas présents a priori, mais a posteriori, dit-elle. Donc, l'une de ces catégories se développe première. C'est la catégorie de l'espace. Puis, la celle de la causalité, comme celle qui trouve dans le lien avec la dernière. Et alors, seulement après ces deux, surgit chez l'enfant l'idée du temps. D'abord, l'enfant connaît seulement le présent et l'avenir proche, qu'il peut distinguer probablement et uniquement par la durée. Cette idée de temps représente l'idée dans l'inconscience d'être le là. Ensuite, le bébé se développe jusqu'à voir l'idée de non être le là, et qui est déjà première pensée de la position de l'espace, loin de plus loin, disparu finalement. Dans l'idée de non être le là, nous avons le germe de la présentation ultérieure de la passée chez l'enfant. D'abord se développe une idée de la durée, et un peu plus tard, elle commence à être suivie par l'idée de la séquence du temps, passé, présent, futur, etc. Et ensuite, encore plus tard, vient capacité d'estimer la durée du temps déjà plus précise. Dans les rêves, de la séquence succession du temps ne peut pas être représentée. Elle se transforme ainsi en durée de temps. Le passé que les autres temps existent de la façon indépendante. Le passé plus que les autres temps existe de la façon indépendante dans ces cas dans ces expressions chez l'individu et affronte le présent et le futur qui forment un ensemble bloc d'entre eux. Le passé tel que nous l'avons dans les rêves, ce n'est pas le véritable passé, mais non être le là, ou déjà être le là. Le subconscient capable de donner une évaluation tout à fait précise de la nature de la durée du temps. Toutefois, cette capacité n'est pas détectée dans le rêve. Elle existe dans une certaine forme de la pensée qui est parallèle à la pensée subconsciente. En ce qui concerne la définition de la durée du temps, la pensée subconsciente est beaucoup plus efficace et forte que la pensée consciente de la même fonction, en sa même fonction. Alors, c'était le résumé d'article de Sabine Spielrein écrit en 1922. C'était les citations. Je me laisse rappeler ici que à cette période, des idées à propos de Dasein ou de l'être le là ne sont pas encore assez introduites en psychanalyse et en philosophie en général. L'apprentissage de la méthode de Sabine Spielrein exige d'élargir le champ psychanalytique jusqu'aux frontières avec la phénoménologie, philosophie heideggerienne et les pratiques des écoles phénoménologiques en psychiatrie et en psychanalyse, qui sont tous les inventions plus tardives. De point de vue historique, il faut souligner que tout bagage théorique de Spielrein
provient du même établissement où cette formule où était formulée celle de Binswanger. Cependant, la possibilité de parler de Dasein-Analyse dans ce cadre ne passe pas à cause de l'incoïncidence de temps. Autrement dit, la conception de Dasein n'existe pas encore comme telle. Les processus théoriques versés à formuler une nouvelle dimension en psychanalyse passent littéralement auprès de Sabine Spielrein. Il est bien raisonnable de demander ici en quelle mesure avait-elle touché par ce processus. Il est bien évidemment que certaines de ces idées ont été reprises par Freud et qu'il était pionnier de la cure analytique d'enfants. Ursula Palmer-Schubert et Barbara Wortman affirment activement que les travaux de Spielrein sur psychologie d'enfants non seulement anticipent sur des Mélanie Klein, mais également pointent dans la direction des travaux de Winnicott et Wotham. Néanmoins, en faisant une tentative d'évaluer les vertus de Spielrein, psychanalyste et spécialiste en psychothérapie, Bernard Penaud écrit que l'agression est effectivement d'essence libidinale, comme c'est particulièrement évident au registre de la pulsionalité orale, la femme, la morsure, etc. D'autre part, la notion de la destruction ne concerne que des effets objectifs sur les objets et les phénoménologiques, donc, dit-il. L'idée de Sabine Spielrein d'une pulsion de destruction a sans doute amorcé le malentendu. Il existe pendant l'opposition assez puissante de même période qui est presque contemporain donc à Sabine Spielrein. Ainsi, Marie-Cécile Berthaud parle de la langue chez Voloshinov, Vygotsky et Yakubinsky en ses dimensions acousmatiques. Elle s'appuie sur le fait que la parole existe dans les deux registres possibles, intérieur et l'extérieur. Mais celui de la parole déjà prononcée et non prononcée. Et la compréhension entre les gens devient possible grâce à cette forme d'être partagée dans la forme linguistique comme une forme de vécu, ce qui tout à fait convient à Sabine Spielrein. Mais ici, au contraire, Sabine Spielrein, tout l'accent ontologique est mis sur l'être partagé à travers les expressions langagières. On dessine souvent Sabine Spielrein comme une héroïne des altern ou subaltern studies. Donc, une des ambitions de ma contribution consiste à la retirer de tels discours. Bien qu'il soit nécessaire de dire que son travail sur les contenus psychologiques dans le cadre de schizophrénie, donc Dementia Praxis, en 1911, a été première thèse de doctorat contenu psychanalytique rédigée par une femme. Alors, la question du discours des frontières disciplinaires dans le cadre desquelles il soit possible de parler de Sabine Spielrein, je reste ouverte. Merci. Merci. Alors, on a quelques minutes pour discuter, si vous voulez. Vous avez des questions. Oui, merci pour cette exposition, très intéressant. Alors, j'aurais beaucoup de questions, mais j'ai vraiment été très intéressée par l'idée que il n'y a pas de perception pure. Et c'est une question très générale, mais est-ce que dans cette théorie, est-ce qu'on peut considérer qu'il est possible de circonscrire quand même un noyau de perception du réel, ou est-ce qu'on arrive à la conséquence assez vertigineuse qu'il n'y a pas du tout de noyau de perception du réel? Parce que vous dites qu'il y a un lien avec l'existentialisme, donc on se demande si c'est même possible d'accéder à l'idée d'un réel, ou est-ce que c'est ça conduit à la destruction de cette notion? Merci d'abord pour la question. Oui, je pense que la deuxième variante que vous avez proposée est le plus convient à Sabine Spielrein, et surtout parce que l'ambiguïté, l'idée de l'ambiguïté qu'elle développe chez les neurotiques, elle est surtout marquée par ce fait de le manque de réel et de manque de comportement qui convient à être partagé, à l'être partagé avec les autres. Et je pense que ces deux problèmes sont liés fortement, donc de l'être partagé avec les autres, de destruction dans lesquelles sur lesquels passe cette perte de l'epsicité, du je, la destruction de moi,
et l'incapacité de se tenir et se rendre compte en perception dite pure. Je ne sais pas si j'ai répondu, peut-être non, mais je voulais justement montrer que nous pouvons constater, selon Sabine Spielrein, que il est possible d'avoir la perception pure, nette. Elle est aussi, comment dire, elle voudrait aussi que ça soit possible, et ça c'est l'idée qui l'attire beaucoup. Mais quand même, elle prouve que non, c'est pas possible, malheureusement. Est-ce qu'elle a écrit quelque part ou développe une certaine théorie de l'art ou de l'enjeu d'art créatif dans la vision des Muriels? Parce que c'était très intéressant ce que tu as dit que selon elle, tout enjeu de parler et d'être partagé avec l'autre. En même temps, dans un autre moment, tu avais dit que, en différence de Mélanie Klein, elle n'insiste pas sur communication orale de ce qui était refoulé aux patients. Et peut-être au lieu d'un mot, une création ou une autre manière à communiquer. Est-ce qu'elle parle quelque part? Oui, elle parle bien sûr beaucoup de l'art, elle parle de l'art-thérapie surtout, et ce dernier article s'appelle Les dessins des enfants avec les yeux fermés et les yeux ouverts. Elle compare les deux types de l'art créatrice, par exemple, dans certains cas, elle s'intéresse aux problèmes corporels, dans la perception de son propre corps par les enfants, mais d'autre part, elle s'intéresse bien sûr à les processus créatrices, des processus créatifs. Et ici, bien sûr, elle constate plusieurs cas où les émotions négociées, je ne sais pas, sont vraiment évidentes, surtout chez les enfants. Mais elles sont névrotiques. Je vais se poser une question. À un moment donné, tu as parlé de la façon dont Sabine Spielrein a un peu mis en question l'idée qui venait de Freud de l'atemporalité de l'inconscient, en mettant en évidence quelque chose qui aurait rapport avec un temps biologique. Ouais, c'est ça. Et le temps psychique. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment? D'abord, l'idée de Spielrein consiste en ce que cette destruction qui accompagne le jeu, elle est mise en temps d'abord du côté biologique, c'est vrai, parce qu'elle elle appartient à un processus de phylogénèse. Donc, elle est propre à l'individu biologique. Et d'autre part, elle permet de lier tous les actes de perception avant, par exemple, les émotions infantiles, le vécu et des épreuves d'enfance anciens, et qui n'ont jamais... qui ne pouvons pas jamais perdre. Et toujours nous accompagne jusqu'à les actes de perception plus tardifs, par exemple de nos jours, ce que nous avons retenu des actes de notre passé, c'est toujours accompagne ça. Et donc il y a deux dimensions de temps, dites de l'individu biologique comme comme l'individu qui se développe, et de l'individu psychique qui tient ses propres émotions dans son propre conscience. Donc plus personnel. D'accord, c'est en ce sens.
Je suppose peut-être que je n'ai pas compris la question entièrement. Là, du coup, ça donne quelque chose comme une idée de durée. Enfin, la conscience est inscrite dans une durée de l'individu, ontogénétique et aussi phylogénétique, peut-être. Mais ça, est-ce que c'est pas ce que Freud disait, la temporalité de l'inconscient, c'est pas ça? Donc la question c'est de faire le lien avec la temporalité chez Freud, de cette temporalité chez Sabine Spielrein. Ma question c'était de savoir si ça mettait en cause cette idée freudienne ou pas. Puisque cette idée d'abord découverte par Sabine Spielrein, c'était le Freud qui l'a repris après. D'accord. Oui. Et il n'y a pas des références assez précises, mais il évoque le nom de Sabine Spielrein. Quand il commence ce discours, il a dit que oui, je prolonge cette intuition, mais il ne donne pas des références qui conviennent au discours académique. Merci. Eh bien, merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va faire une pause de 15 minutes. Oui, on va écouter le deuxième intervention. Merci. Merci.